Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République le président du mouvement Al-Bina, Abdelkader Bengrina, le président du mouvement Al-Mustaqbal, Abdelaziz Belaid, et le président de Jil Jadid, Sofiane Djilali. Nous les écouterons dans un instant. L'Algérie se réjouit de la tenue de la 5e réunion du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Le porte-parole de la coordination des mouvements de l'Azawad appelle, ou plutôt rappelle, que c'est le seul gage de paix et de stabilité dans la région. Les détails dans ce journal. Nous commémorons le 61e anniversaire des essais nucléaires du colonisateur français Arigen. Plusieurs générations ont été affectées, des milliers de personnes souffrent toujours. Nous évoquerons dans ce journal, entre autres, la question de la décontamination de ces lieux d'essais nucléaires. Le grand format de ce journal nous conduit dans la vieille ville de Skikda, des maisons tombent en ruine depuis plusieurs années. Les habitants sont en colère, les spécialistes proposent des solutions et les responsables locaux promettent des actions. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République le président du mouvement Al-Bina, Abdelkader Bengrina. Après cette audience, le président du mouvement Al-Bina Après cette audience, le président du mouvement Al-Bina a fait sa déclaration à l'écoute. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le président de la République à qui nous avons exprimé notre satisfaction de le voir de retour au pays en bonne santé. Nous avons exposé les revendications des citoyens suite à la crise sanitaire du coronavirus et la perte de leur poste d'emploi. Nous lui avons également proposé des mesures d'urgence à prendre en vue de les réconforter. Nous avons d'autre part évoqué le Hirak, une opportunité pour aborder les voies et moyens en vue de resserrer les rangs entre les Algériens, comme cela a été le cas lors du 22 février. Nous avons également abordé les carences et les insuffisances au niveau de certains secteurs ministériels et de certains ministères, mais aussi de certains éventuels réajustements qui pourraient être opportuns et bénéfiques au peuple algérien. Tout cela, bien sûr, selon la vision même du président de la République. Nous avons d'autre part évoqué les menaces qui pèsent sur la souveraineté nationale et qui, dans certains cas, malheureusement, proviennent, consciemment ou inconsciemment, de certaines parties algériennes. Nous avons abordé plusieurs autres dossiers qui peuvent réconforter les Algériens et redynamiser la scène politique, notamment la dissolution du Parlement, la tenue urgente des élections, la loi électorale, en plus de diverses questions que nous avons jugé utile d'aborder à ce niveau. Une rencontre, comme d'habitude, qui a été très fructueuse dans le cadre d'un dialogue qui n'a en réalité jamais cessé. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République le président du mouvement Al-Mustaqbal, Abdelaziz Belaid. Et à l'issue de cette audience, le président du mouvement Al-Mustaqbal a fait cette déclaration à l'écoute. J'ai rencontré aujourd'hui le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Durant cette rencontre, nous avons abordé la situation prévalente dans le pays sur les plans socio-économiques et politiques. J'ai pu écouter des précisions
et une analyse profonde de la part du président de la République quant à cette situation. J'ai eu également le plaisir, lors de cette discussion, de donner mon avis, qui est celui de notre parti, le Front Al-Mustaqbal, vis-à-vis de cette situation. Je suis très optimiste car j'ai senti chez le président de la République la volonté et la force pour résoudre dans le futur de nombreux problèmes qui restent en suspens. J'espère que nous serons tous, classe politique, société civile et citoyens, conscients de l'importance de ce qui nous attend. Nous devons veiller sur l'avenir et la stabilité du pays. C'est cette conscience qui nous permettra de résoudre tous les problèmes. La génération actuelle a envie de trouver du travail, d'avoir un logement et de résoudre ces problèmes. Tout cela est de notre responsabilité. Le chef de l'État Abdelmajid Tebboune a reçu ce samedi au siège de la présidence de la République le président de Jil Jadid, Sofiane Djilali. Et après cette rencontre, le président de Jil Jadid a fait cette déclaration. On l'écoute. كانت فرصة باش نتكلموا مع السيد الرئيس حول عدد كبير جدا من الملفات. C'est une occasion pour nous d'aborder plusieurs dossiers avec le président de la République. Je pense que c'est une étape importante dans le processus de dialogue politique. En effet, nous avons abordé les préparatifs des élections législatives et la loi portant sur le régime électoral, ainsi que d'autres dossiers qui intéressent les Algériens. Des dossiers relatifs à leur quotidien, à la bureaucratie, la modernisation de l'administration, la problématique de l'investissement en Algérie et l'avenir de la jeunesse. Des questions qui ont un lien direct avec la vie quotidienne du citoyen qui a besoin de travail, de logement. Donc nous devons rapidement mettre de l'ordre dans les affaires politiques et avoir un Parlement qui représente réellement le peuple. Même chose pour les assemblées locales. Pour cela, nous aspirons à des élections transparentes afin de pouvoir par la suite enclencher le processus d'édification et nous préparer aux grands challenges qui nous attendent pour créer une nouvelle dynamique dans le pays et avoir ainsi une économie forte et permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Dans l'actualité de ce samedi, on revient sur les grandes lignes du communiqué qui a sanctionné la 5e réunion du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. La réunion s'est tenue à Kidal sous la présidence du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum avec une médiation internationale. Les participants ont souligné l'importance de cette rencontre dans l'instauration de la sécurité et la stabilité dans tout le territoire malien. Les détails avec Abdelmajid Benrassi. Une réunion au cours de laquelle les participants ont souligné l'importance de la rencontre pour continuer à progresser sur les 4 volets de l'accord de façon à permettre aux populations d'engranger de manière effective les dividendes tant attendus de leur engagement dans le processus de paix. Ils se félicitent d'autre part de la dynamique de la confiance qui règne actuellement au sein de la patrie malienne et qui lui a permis de finaliser entre autres la feuille de route actualisée pour diligenter la mise en œuvre de l'accord pendant la période de transition. Les parties prenantes sont engagées à œuvrer avec vigueur et de bonne foi à l'opérationnalisation des actions retenues dans la feuille de route aux échéances arrêtées. Les parties concernées par l'accord conviennent de n'épargner aucun effort pour parvenir à une clôture à brève échéance de toutes les actions en cours, notamment celles concernant l'opérationnalisation des unités de l'armée reconstituée déjà déployées, notamment le bataillon de l'armée reconstituée de Kidal. Par ailleurs, les participants à la rencontre encouragent la partie malienne à continuer à privilégier la voie du dialogue et du renforcement de la confiance. Enfin, les participants ont réaffirmé la pertinence de l'accord en tant que cadre idoine pour restaurer durablement la paix et consolider la réconciliation au Mali dans le plein respect des fondements républicains de l'État malien et les valeurs ancestrales de vivre ensemble et de solidarité qui ont toujours sous-tendu la société malienne dans toute sa diversité.
Et l'Algérie se réjouit de cet important événement qui a été abrité au siège du gouvernorat de Kidal sous le drapeau malien et en présence des membres du gouvernement malien et des partenaires au Mali. Selon le ministère des Affaires étrangères, il s'agit d'un indice palpable du retour à la normale dans la région du nord du Mali au bénéfice des Maliens et de la population de ces régions frontalières de l'Algérie. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a félicité le peuple malien pour la réunion historique du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Le porte-parole de la coordination du mouvement de l'Azawad, Mohamed El Mahmoud Ramadan, a affirmé sur les ondes de Radio Algérie Internationale que sans accord d'Alger, il n'y aura pas de paix dans la région. C'est le seul gage de paix définitive. Et pour la stabilité aussi, c'est aussi le seul instrument de réconciliation qui permet le retour à l'administration malienne et les services sociaux de base dans cette région. On vous parle maintenant de... Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a mis en avant aujourd'hui aussi le rôle de l'Algérie dans l'interdiction complète des essais nucléaires à travers le monde. Nous allons parler dans un instant, mais avant cela, on parle de la commémoration officielle de ce 61e anniversaire organisé à Adrar en présence du secrétaire général du ministère des Moujahidines et des ayants droit, l'Aïd Rbiqa, du ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, du ministre du Tourisme et de l'Artisanat et du Travail et de la famille, Mohamed Hamidou, et du ministre délégué chargé de l'Environnement, Sahraoui Hamza Al-Sheikh. La délégation ministérielle a visité la région d'El Hamoudia, épicentre des explosions nucléaires. La délégation a également donné le coup d'envoi d'une caravane de solidarité avec les habitants d'Orken. Nous commémorons le 61e anniversaire des essais nucléaires du colonisateur français dans notre pays, un crime contre l'humanité dont les conséquences sont toujours visibles. Vous le savez, des milliers de personnes ont perdu la vie, des milliers d'autres sont nés avec des malformations et souffrent toujours. Plusieurs questions restent en suspens jusqu'à ce jour-là, notamment celle relative à la décontamination de ces lieux d'essais nucléaires. Reportage de Jazia Bayou. Attention, certaines images sont difficiles à regarder. Ce fut le jour le plus atroce et le plus abominable dans l'histoire de la colonisation française en Algérie. Le 13 février 1960, la France coloniale se donne le droit de mettre en péril la vie humaine et environnementale et entame ses premiers essais nucléaires dans la région de l'Orken. À 7h04, Gerboise Bleue est mise à feu, avec une puissance variant entre 60 000 et 70 000 tonnes de TNT. Une bombe 5 fois plus puissante que celle lancée sur Hiroshima selon certaines estimations. Cette explosion a été le début d'une série d'expérimentations et explosions nucléaires aériennes et souterraines qui ont eu lieu à l'Orken, à Ain Yekel et Hamoudia, causant des effets néfastes sur l'environnement et la santé des populations voisines. Les séquelles de ce désastre sont bien apparentes. Les rayonnements ont des effets sur la matière vivante à partir d'un certain seuil de dose. À partir d'une certaine dose, il y a des effets qu'on peut observer rapidement et qui sont déterminées, c'est-à-dire elles sont facilement détectables et elles apparaissent au bout d'un délai court à partir de la durée d'exposition. Il y a d'autres effets qui sont retardés. Les effets retardés, c'est des effets qui apparaissent longtemps après l'exposition au rayonnement. Elles peuvent apparaître au niveau de l'individu sous forme d'apparition de cancer, ou bien elles peuvent apparaître dans la descendance de cet individu qui a été exposé au rayonnement. C'est des effets déterministes qui sont des effets qui, à un certain niveau de dose, sont certains. Ils sont certains, ils sont identifiables à plusieurs niveaux. Ça commence par des modifications de la formule sanguine, des altérations de la peau. Après, à un niveau plus élevé, ça passe à des atteintes gastriques, etc., voire des syndromes nerveux jusqu'à la mort. Les déchets immenses, très radioactifs et de longue vie sont toujours présents. Certains sont enfuis sous terre et d'autres sont laissés à l'air libre, d'où la nécessité de songer, selon les experts, à une large décontamination des sites infectés. Mais cela est-il possible à l'heure actuelle? Pour la décontamination, ce n'est pas une mission impossible. Je vous répète, le site de Nevada est accessible aux visiteurs, qui est l'endroit où il y a eu le plus grand nombre d'essais atomiques au monde. Il est accessible. La centrale nucléaire de Tchernobyl, il y a eu un sarcophage
pour qu'il y ait donc un confinement de la radioactivité. C'est possible. Il y a plusieurs méthodes pour nettoyer, si on peut utiliser ce terme, nettoyer la radioactivité. Idéalement, nous souhaiterions que les sites reviennent à leur état aussi proche que possible de leur état d'origine. Donc, dans tous les cas, c'est un objectif parce que c'est une question certes de santé publique, mais aussi c'est une question aussi de développement socio-économique. Il faut aussi récupérer le maximum de territoire. En décontaminant les sites infectés par les explosions, le passé nucléaire du colonisateur français ne sera plus enfui dans le sable. Il est donc nécessaire, selon les experts, de prendre des mesures pratiques pour éliminer la radioactivité nucléaire dont les répercussions perdurent encore et sont susceptibles de mettre en péril l'avenir des générations futures. La radio, accompagnatrice de la société en toutes circonstances et pendant toutes les crises, c'est le slogan choisi pour célébrer la Journée mondiale de la radio. Une cérémonie a été organisée ce matin à la Radio nationale en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar Adel Bkhamis. Une journée promulguée par l'UNESCO en 2011 et adoptée par l'ONU une année après, consolidant ainsi l'accompagnement des médias en général et de la radio en particulier aux citoyens et à la société durant leurs différentes crises. Le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de cette fête reflète l'intérêt accordé par la Nouvelle-Algérie au secteur de l'information et dans lequel la radio nationale s'est acquittée d'un rôle leader durant la lutte contre le colonialisme et dans l'expression des préoccupations du citoyen. Les chaînes de la radio nationale, les chaînes thématiques et les stations locales ont joué un rôle important en assurant la couverture et le traitement de la crise durant cette pandémie. Une journée qui a permis à la radio d'être une nouvelle fois au firmament d'un service public dédié aux citoyens. Étant donné que la célébration de la Journée mondiale de la radio coïncide cette année avec des circonstances spéciales et des douleurs que se partagent les peuples à travers le monde, des circonstances imposées par la pandémie de la Covid-19, nous estimons qu'il est très important de mettre en avant le rôle de la radio dans l'accompagnement de la société et sa réaction face à la pandémie. Les festivités commémorant cette journée ont été marquées par la baptisation de l'auditorium du cercle Issam Saoudi du nom de Lamine Bechichi en reconnaissance à sa lutte et à ses contributions dans la presse nationale tout au long de sa vie. Et le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Sofiane Mimouni, a rappelé aujourd'hui à une transition numérique juste et équitable pour réaliser l'agenda de 2030 et parvenir à un développement durable. C'était lors de la 59e session de la Commission du développement social à New York. L'ambassadeur de l'Algérie a rappelé les efforts consentis par notre pays qui s'attelle à adapter ses politiques et programmes sociaux à l'ère du numérique à travers l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation, notre ambassadeur n'a pas manqué de rappeler les efforts considérables de l'Algérie pour soutenir le processus d'intégration régionale dans le continent africain, et ce à travers la mise en œuvre du projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder à l'étranger. On prend de vos nouvelles tous les samedis. Et direction donc New York ce soir pour écouter Mehdi Atmani. Il est pionnier dans la EdTech, la technologie de l'éducation. Il est directeur des programmes dans un accélérateur new-yorkais. On l'écoute. Bonsoir Kamal. Le fait de se parler par écran interposé aurait paru singulier il y a encore quelques mois, voire quelques années. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. Aujourd'hui, c'est devenu la nouvelle norme. Et c'est justement là l'un des nombreux bouleversements que nous a apporté cette crise sanitaire. Car oui, cette pandémie nous a poussé à nous remettre en cause et à remettre en question l'ensemble de nos pratiques et de nos habitudes, aussi bien personnelles que professionnelles. À l'accélérateur de start-up, Learn Launch, nous sommes en train de financer, d'investir et d'accompagner toutes ces solutions
qui viennent des 4 coins de la planète et qui seront justement la nouvelle norme de demain. En bref, comme plein d'autres Algériens, j'ai hâte de quitter ce froid glacial new-yorkais pour retrouver la chaleur et la douceur du soleil algérien. Et vu qu'on est au mois de février, le mois de l'amour, et que en ce moment, plus que jamais, l'humanité a besoin de beaucoup d'amour pour continuer, pour avancer et pour persister. Donc je souhaite à l'ensemble des Algériens d'Algérie et d'ailleurs beaucoup d'amour. Merci Kamal. Voilà, et on salue tous nos téléspectateurs aux États-Unis. C'est l'heure de vous proposer le grand format du week-end. Nos villes en souffrent, certains quartiers dans les centres-villes tombent en ruine, vous le savez. Le vieux bâti est devenu un véritable casse-tête. À Skikda, les habitants du centre-ville expriment leur ras-le-bol depuis plusieurs mois. Ils appellent les responsables à assumer leur mission et pourtant des solutions sont à portée de main, vous allez le voir. Les spécialistes rappellent l'application du décret de 2016. Que stipule ce décret et faut-il restaurer ou encore détruire et reconstruire? Réponse dans ce grand format signé Abdelmajid Barassi. Vu d'en haut, Skikda reste toujours cette belle cité de la Méditerranée, une coquette ville avec son port qui a fait depuis toujours d'elle une destination appréciée des Algériens. Mais plus on descend, nous découvrons une ville qui ne cesse de menacer ruine, voire de tomber en ruine. Nous l'avons constaté de près dans le vieux quartier napolitain. Nous nous sommes rapprochés dans un premier temps des riverains pour en savoir plus. Ils sont réellement en colère. Pour eux, c'est carrément la catastrophe. Pire que la catastrophe, ça fait un mois que ça dure. Un mois, j'ai eu un petit bricole d'art, ils décombrent proprement. Ça fait un mois que ça dure. Mais j'ai aucune autorité, aucun responsable. Il y avait des maisons à retaper, ديار جدد, retapage. ما حبوا لا retaper ولا والو, خلاو الدنيا هملت. Ils ont fait un massacre. الحوانت هنا كانت مفرميه, كانوا الريدوات, كانت الدنيا على الكيف. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils nous ont créé des lieux de débauche. Des lieux de débauche à ciel ouvert. Le problème de les bâtisses à Skikda et surtout l'ancienne ville de Skikda. Depuis les années de 80 jusqu'à aujourd'hui, ou bien les dernières السنوات هذو الأخيرة ما كان حتى شيء. La rénovation, le suivi par l'OPJ ou le suivi par exemple de la rénovation des immeubles malgré les réclamations des locataires, mais aucun suivi, aucune réponse. À qui il s'adresse? Des appels de détresse incessants qui semblent ne pas trouver d'écoute. Pourtant, pour sauver la ville, des solutions existent. C'est du moins l'avis de cet expert qui propose une démarche en s'appuyant sur un décret exécutif datant de février 2016. Vous m'avez dit, est-ce qu'on peut? Oui, j'ai dit, on peut. On peut réhabiliter, on peut récupérer notre ville. Et ça ne peut être fait que dans le cadre du dispositif légal, qui est le décret exécutif numéro 1655 du 1er février 2016, fixant les conditions et modalités d'intervention sur le tissu urbain ancien. Qu'est-ce que dit ce texte de loi? La première opération qu'on doit faire, c'est la délimitation de la zone sur laquelle on va intervenir. Ça, c'est le premier axe, premier point. Deuxième point, c'est la classification. Après, on fait le diagnostic et en dernier lieu, on va intervenir. Un début de solution avait été entamé avec la collaboration d'un bureau d'études étrangers. Il avait concerné dans un premier temps une partie de la ville et la rénovation de certains monuments et édifices historiques et culturels, en plus de quelques anciennes écoles de la ville. Mais l'opération n'est pas allée jusqu'au bout. Nous avons commencé par le relogement des habitants occupant des logements classés zone rouge, qui sont au nombre de 43. En ce qui concerne la réhabilitation, surtout le boulevard des Arcades, une étude le concernant a été réalisée par un bureau d'études espagnol en 2018. Et le dossier est au niveau des services concernés de la wilaya et de l'OPGI. Et vu les coûts de la réhabilitation du vieux bâti, aussi bien pour la ville de Skikda que pour les autres villes du pays, des solutions sont préconisées. Qu'est-ce qu'on attend de l'État? À ma connaissance, dans tout ce qui est loi, on s'appuie sur la taxe d'habitation.
pour des petites réflexions. Mais on ne peut pas s'appuyer sur cet axe pour réhabiliter tout un quartier, toute une partie de la ville, pour redonner l'âme à cette ville. Je pense qu'il faudrait créer des fonds spéciaux, chose qui n'existe pas dans la loi de finances 2021 qu'on vient recevoir. Donc on fait un appel au pouvoir public pour créer un nouveau fonds spécial, pas uniquement pour la ville de Skikda, pour tout le territoire national éventuellement, pour régler ce problème. La commune a pris en charge la réfection des anciennes écoles, à commencer par l'école Boutoga construite en 1870. Nous avons également pris en charge la réhabilitation des immeubles dépendant de la municipalité. En fait, la réhabilitation de la ville de Skikda, qui a toute une histoire, est une revendication de tous les habitants de la ville. للحفاظ على النمط العمراني للعديد من البنايات التي لها مرتبطة بتاريخ مدينة سكيكدا. En somme, une revendication juste et légitime pour une ville qui se dégrade chaque jour un peu plus. Un plan de sauvetage de la ville est devenu aujourd'hui urgent. Et on fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 210 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 188 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourara. Et l'Algérie s'apprête à fabriquer le vaccin Sputnik en quantité suffisante. Beaucoup de questions sont posées. La pandémie est-elle maîtrisée dans notre pays? Combien de vaccins seront produits en Algérie? Faut-il se préparer à d'autres pandémies dans le futur? Réponse dans cet entretien avec le professeur Kamel Senhadji, président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il a été interviewé par Amel Bouharba. Lancée le 30 janvier dernier, la campagne de vaccination anti-Covid touche l'ensemble des wilayas du pays. L'opération se déroule dans de bonnes conditions, précise le professeur Kamel Senhadji, président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Au début de la vaccination en Algérie, il n'y a pas eu d'effet secondaire? Aucun effet secondaire, ce sont seulement les effets secondaires observés avec les vaccins classiques autres que Corona, ce sont les mêmes effets. Donc une petite rougeur, une petite fièvre d'une journée, etc. Et puis c'est terminé. On va acquérir petit à petit des vaccins. Dans quelques semaines, il y aura des arrivées qui seront beaucoup plus importantes. Il sera beaucoup plus intéressant de vacciner beaucoup de monde en même temps. On a à peu près 20 millions de personnes vaccinées. Donc comme il y a généralement double dose, donc il vous faut 40. Ça va aller sur toute l'année. L'Algérie compte ainsi produire localement le vaccin russe Sputnik. Il est aussi normal que, comme il s'agit d'une question de sécurité sanitaire qui touche toute la population, donc une sécurité même nationale, parce qu'il faudrait défendre son pays et qu'il ne soit pas détruit par un virus. Donc, et que cette fabrication de vaccins, d'abord Sputnik et puis d'autres vaccins, soit confiée à un organisme d'abord public tel que Saïdal, qui a toujours travaillé dans le médicament et qui pourra, dans les plus brefs délais, manager et prendre l'organisation de cette fabrication de vaccins, qui sollicitera probablement aussi d'autres partenaires, aussi bien publics que privés. Le professeur Kamel Senhadji a annoncé la création prochaine d'un centre de vaccinologie. La fabrication locale, par exemple, de Sputnik, pour résoudre un problème actuellement, tout simplement, pour l'urgence. Mais derrière ça, on prépare un centre de vaccinologie, c'est un centre de recherche. On va rentrer dans l'ère des épidémies, parce que maintenant on a constaté depuis 20 ans, il y a beaucoup d'épidémies. Composé de chercheurs et d'intellectuels, la création de ce centre de vaccinologie permettra de mieux lutter contre les différentes épidémies. Et dans l'actualité internationale, l'occupant marocain poursuit ses intimidations et ses agressions physiques contre les militants et militantes sahraouis des droits de l'homme. On vous invite à découvrir le témoignage de Sultana Khaya, militante sahraoui des droits de l'homme, après une agression physique qu'elle a subie. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحية نضالية، تحية المجد والخلود للشهداء. نحن اليوم يعني
Nous avons été victimes aujourd'hui d'agressions barbares des forces coloniales marocaines. Cela fait 87 jours qu'ils ont interdit toute visite aux Sahraouis. Nous avons eu la visite de Fatma Al-Hafid qui portait l'emblème national. J'ai beaucoup de douleur, je ne sais pas si c'est grave ou pas, mais Dieu merci, mon œil est sauf. C'est un honneur pour moi d'être victime de cette barbarie pour la libération du pays, pour la dignité du territoire sahraoui. Un territoire duquel nous ne céderons pas le moindre pouce. Nous nous sacrifierons en martyrs pour notre pays. Nous affronterons l'occupant marocain. Nous n'abdiquerons jamais. Je rends hommage aux combattants de l'armée de libération du peuple sahraoui qui luttent pour notre dignité et pour notre liberté. Vive le Polisario. J'ai été agressée et torturée juste parce que j'ai soulevé notre drapeau en appelant à la liberté de notre pays. Voilà pour ce témoignage. Et on termine ce journal avec du football. Résultat et classement de la 13e journée de Liga. Et juste après ce journal, vous pouvez suivre Gros Plan, votre émission cinéma. Nabil Kitouni s'intéresse aujourd'hui au court-métrage. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.